Jean-Paul Besse-Bèze, c'est un peu moins glamour. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. La France va mal, elle est entrée en récession. Les chiffres sont là, Valérie Fayolle vous le disait tout à l'heure. Moins 0,2% du produit intérieur brut pour le premier trimestre 2013, dans la même ligne que le dernier trimestre de 2012. La France s'enfonce, la production est au point mort, les dépenses des investissements sont en repli, les exportations baissent, le taux de chômage s'envole et les Français ont peur. Pour preuve, ils ne consomment plus. Alors pourquoi les réformes engagées par le président de la République ne portent-elles pas, pour le moment en tout cas, leurs fruits? Comment sortir de ce marasme? Un nouveau plan de rigueur se profile-t-il? Voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Je vous les présente. Thierry Mandon, bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, membre de la Commission des finances et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Jérôme Dubu, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP en charge de la croissance et des nouvelles libertés économiques, conseiller du 17e arrondissement de Paris, délégué général du MEDEF Île-de-France. Benjamin Corria, bonsoir. Professeur d'économie à Paris 13, coprésident du collectif des économistes atterrés. Jean-Paul Besse-Bèze, bonsoir. Président de Besse-Bèze Conseil, membre du Cercle des économistes et auteur de Si ça nous arrivait demain, et c'est aux éditions Plomb. François Hollande était donc ce mercredi à Bruxelles où il a rencontré les 27 commissaires européens. L'occasion de rappeler bien que sa seule ambition, c'est la croissance. On écoute. Tous les États membres sont touchés. La France comme les autres. Moins que les autres, mais comme les autres. Et donc notre seule ambition doit être la croissance. La croissance d'aujourd'hui et de demain. Cette croissance, elle ne viendra pas d'un abandon des règles ou des disciplines. Ce n'est pas plus de déficit qui font plus de croissance. Mais ce qui est vrai, c'est que moins de déficit très vite, ça fait très vite moins de croissance. Thierry Mandon, la France est en récession, la croissance est nulle. Enfin, le gouvernement le dit, les chiffres sont là. Ça fait un an que vous êtes au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que la politique économique que vous menez est un échec? En tout cas, ce n'est pas un bon résultat. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour savoir que quand on est en récession, au bout de 6 mois de gouvernement, c'est quand même pas excellent. Alors il y a des explications. Il y a des explications de conjoncture, d'environnement de la France et de l'Europe, et puis probablement des causes structurelles beaucoup plus lourdes qui remontent à des années, et plus que 10 d'ailleurs. Sur l'état du système productif. Enfin, il y a beaucoup de raisons dont on va discuter ce soir. Mais en effet, au jour où nous parlons, les résultats des réformes que nous avons engagées ne sont pas encore visibles. Voilà. Alors on espère que ça va être le cas dans le prochain mois, mais il y a quelques ajustements à faire, dont on va aussi parler. Alors en tout cas, les prévisions de croissance, en tout cas par la Commission européenne, donc pour 2014 sera de 1,1. Le taux de chômage, lui, toujours à 10,9%. On en parlera tout à l'heure, comment enrayer le chômage. François Hollande, un peu comme vous venez de le dire là, mais de manière plus feutrée, accuse très clairement ses prédécesseurs et son prédécesseur d'avoir mis à mal le pays. C'était aujourd'hui, donc à Bruxelles. On écoute le président de la République. Les chiffres qui ont été donnés sur le pouvoir d'achat en 2012 montrent qu'il y a eu une baisse de près de 1%. Cette baisse est essentiellement due à 2 facteurs. Le chômage, qui était en forte progression depuis plusieurs années en France, 5 ans d'augmentation continue du chômage. Ça a une conséquence en termes de pouvoir d'achat en 2012. Et la seconde conséquence, ce sont les augmentations d'impôts qui avaient été décidées par mes prédécesseurs, et pour partie seulement, et faiblement en 2012, par les décisions que j'étais amené à prendre pour réduire les déficits que mes prédécesseurs m'avaient laissés. Alors Jérôme Dubu, la droite tape aujourd'hui sur François Hollande. Jean-François Copé dit que c'est un échec personnel pour François Hollande, l'aggravation donc de la situation économique. Mais il faut quand même rappeler pour nos téléspectateurs, sous Nicolas Sarkozy, la France a été également 2 fois en récession. Elle l'a été en 2008 et 2009 et elle l'a été au 2e trimestre 2012. Oui, je crois qu'en réalité, on est dans une séquence qui est très mauvaise depuis une dizaine d'années. C'est pas la peine de se rejeter la balle, je crois que c'est pas le sujet. Je trouve que ce qu'a dit le président Hollande est un peu dérisoire par rapport à la situation actuelle, mais je ne vais pas polémiquer là-dessus. Depuis 10 ans, on est en croissance molle. On fait entre 1 et 2 chaque année. On a fait une récession très forte, très très forte, moins 2,5, moins 3 en 2009, et puis une nouvelle récession
début 2012, qui nous amène à une troisième récession qui est peut-être pas la plus violente, puisque celle de 2009 était extrêmement violente, après la faillite de Lehman Brothers et la dérégulation du système financier, mais c'est peut-être la plus grave. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont déjà subi 2 récessions, que leurs trésoreries sont quasiment à sec, que les marges n'ont jamais été aussi réduites. On est à 28% de taux de marge, alors qu'en Allemagne, on est à 40%. C'est une énorme différence. Et puis que maintenant, on a un taux de chômage qui est au plus haut niveau. 10,2%. 10,2%, voilà, on a dépassé les 10%. Donc on est dans une situation... Donc ce que vous dites, c'est que tout le monde est responsable aujourd'hui. Non, je ne dis pas que tout le monde est responsable, je dis que c'est une tendance qui, depuis 10 ans, dont on n'a pas réussi à sortir, malgré un certain nombre de politiques qui sont assez différentes les unes des autres d'ailleurs. Si on prend celle de 2007, elle est différente de celle de 2012 pratiquée par ce nouveau gouvernement. Ouais, et 2016, ça n'a pas fonctionné. Ce que je reproche, alors on a été dans une crise très profonde. Ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas avoir tracé un cap très clair. On est dans une politique un peu floue, on est dans une politique du zigzag, et on ne sait pas très bien où il veut aller. C'est ça que l'on peut reprocher aujourd'hui à ce gouvernement. Et on va en reparler justement, il nous expliquera, j'espère Thierry Mandon, où le gouvernement français veut aller. Benjamin Corriat, est-ce qu'on peut dire que la France s'enfonce aujourd'hui ? Et que ça va continuer selon vous ? La France ne va pas bien et elle n'est pas dans une bonne direction. Si la question, c'est est-ce que la France s'enfonce ? Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que pour ce qui nous concerne, je ne vais pas parler à titre personnel, mais plus généralement les analyses auxquelles on s'est livré, on est les derniers étonnés. L'adoption du pacte budgétaire, du fameux TSCG, alors là c'est une coproduction parfaite, je veux dire, conçue par l'un, signée par l'autre. Bien. On rappelle quand même pour nos téléspectateurs, c'est donc de réduire les déficits à 3%. À vitesse de Nicolas cheval. Sarkozy s'y est engagé et François Hollande parce que le principe de réduire le déficit, personne ne va s'y opposer. La question, c'est à quel rythme et par quels moyens. Donc, la zone euro se trouve être... c'est pour ça que je veux élargir, si vous voulez. La zone euro se trouve être la seule à croissance quasi zéro, voire négative, sur l'ensemble de la planète. Aux États-Unis, ça va beaucoup mieux. Il y a une réduction significative et de l'emploi et du coût de l'endettement, qui a chuté de 40% en un peu plus d'un an, ce qui est formidablement spectaculaire, et c'est pas dû à des coupures budgétaires. Très, très secondairement, c'est dû à une reprise de l'emploi. Donc, moi, ce que je mets en question, si vous voulez, c'est moins les responsabilités de tel ou tel, que cette orientation qui a été plébiscitée dans le traité budgétaire et qui amène l'Europe en récession parce que on joue à se couler les uns les autres. On va en parler tout à l'heure justement de la Commission européenne qui commence aussi peut-être à revoir un peu sa position puisqu'elle donne une petite bouffée d'air à la France. Ça commence à peine à bouger. Ça commence un peu à bouger. On va en parler dans un instant. Jean-Paul Betbez, est-ce que c'est grave pour la France cette entrée en récession ? Finalement, ce sont des cycles. On l'a vu en 2008-2009, on l'a vu au début 2012, aujourd'hui, et puis je crois où est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? D'abord, ce n'est pas une crise cyclique. C'est une mutation mondiale. C'est-à-dire autoproduite. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous allons dans un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, effectivement, les pays émergents ont émergé. Par rapport à cette grande révolution, les pays classiques, les pays industrialisés, d'une certaine manière, ont joué la montre. Ils ne se sont pas ajustés, ils ne se sont pas adaptés, et ils se sont endettés et surendettés. Le plus endetté et le plus surendetté, ça a été les États-Unis, premier entré en crise, mais premier sorti de cette crise avec tout ce qui était possible. La baisse des taux d'intérêt à court terme, la baisse des taux d'intérêt à long terme, le dollar, la baisse des salaires et le prix de l'énergie. Ils ont tout fait. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? L'euro arrive avec ses difficultés et n'a pas toutes ces manœuvres, tous ces outils. Les taux d'intérêt baissent un peu, les taux d'intérêt à long terme baissent pas bien, l'euro il monte, les salaires sont ceux qui s'ajustent, c'est-à-dire que comme il reste ça, on a des baisses de salaire extrêmement importantes, et ce qu'on appelait l'austérité, c'est en fait le fait que nous n'avons pas de stratégie, et que si on continue comme ça, ce sera les salaires qui s'ajusteront. C'est des talons salaires. Étant entendu que le prix de l'énergie, lui, se met à monter. Donc d'une certaine manière, nous n'avons pas une stratégie de sortie. L'Europe n'a pas de stratégie de sortie. La deuxième chose qui se passe, c'est que la stratégie de sortie, elle ne peut pas être américaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les États-Unis ? Ils ont dit, on va s'occuper du profit des entreprises et on verra plus tard comment s'occuper du déficit public. Et ils ont fait les deux, l'un puis l'autre.
Nous, dans le système européen, on fait l'un et l'autre. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué puisqu'on vous dit, écoutez, mesdames et messieurs, il faut que vous ayez des réformes publiques et des réformes privées. Et les réformes publiques, c'est compliqué, c'est difficile, en particulier à court terme, ça pèse sur l'emploi. Et des réformes publiques, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques, ça aussi c'est difficile. Donc on a d'une certaine manière les deux éléments qui jouent. On n'a pas la bonne stratégie, me semble-t-il, on n'a pas la bonne coopération, on a les deux pilules amères à mettre en place. N'empêche que, et je finis là-dessus, il n'y a pas d'autre sortie sans les entreprises, sans les PME, sans la profitabilité. Voilà, justement, Thierry Mandon. C'est ça, à mon avis, l'élément fédérateur pour se sortir d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord, Thierry Mandon, pour dire que vous n'aidez pas finalement grandement les entreprises? Il le disait Jean-Paul Belbasi, c'est les entreprises, c'est elles qui embauchent, c'est elles qui permettent d'enrayer aujourd'hui la course folle du chômage, dans la mesure où il y a eu hausse de la fiscalité pour ces entreprises qui a été énorme. Les charges sociales sont énormes, il y a 20 milliards, les entreprises doivent contribuer à hauteur de 20 milliards, et aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de recrutement dans ces entreprises. Est-ce que vous ne portez pas là une part de responsabilité? Bon, d'abord, je ne peux pas partager l'idée qu'on n'aide pas les entreprises. Je pense exactement l'inverse. En effet, la fiscalité pour les plus grosses des entreprises a été augmentée en juillet 2012 parce que sinon on avait un niveau de déficit absolument record. On a réussi à le réduire insuffisamment, mais enfin on l'a réduit. Et on l'a réduit en effet sur une fiscalité qui était centrée sur les plus grosses entreprises. Dans le même temps, on a fait une baisse, dont on peut discuter d'ailleurs, qui a été diversement appréciée, une baisse systématique, globalisée du coût du travail qui sera effective en 2014, mais qui s'applique dès les comptes 2013, de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié de l'impôt sur les sociétés. Et parfois même, dans les critiques qui sont adressées à ce dispositif, on dit qu'on a trop aidé les entreprises. On vient d'annoncer un nouveau dispositif sur la fiscalité des ventes d'actions, qui est beaucoup plus intéressant que celui qui existait quelques mois auparavant, et qui est un dispositif qui est compétitif au niveau européen. Mais Thierry Mandon, concrètement, quand on engage un salarié, il coûte le double pour l'entreprise. Quelqu'un qui gagne 3 000 euros, il coûte 6 000 euros à l'entreprise. Après, j'exagère, non, pas tant que ça d'ailleurs. C'est quasiment double. Monsieur Comedef représente le MEDEF. À condition qu'il ne soit pas jeune, à condition qu'il ne soit pas handicapé, à condition que... Voilà, parce que la quantité de salariés aidés est absolument énorme. Il ne faut pas passer ça sous silence. Quand vous donnez 100 euros, ça c'est très clair, quand vous donnez 100 euros à votre salarié, ça vous coûte 180 euros. Oui, donc quasiment le double à l'entreprise. Il touche 80 euros. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le salaire... Si c'est pas un chômeur de longue durée, s'il n'est pas jeune, si c'est pas un salarié aidé... Attendez, on s'entend plus. Je voudrais que vous terminiez. Quand l'entreprise donne 180 euros à son salarié, il en a en fait 80 euros dans sa poche. Bon. Il y a 100 milliards d'écart de charges entre l'économie allemande, les entreprises allemandes et les entreprises françaises. Enfin, là, on va corriger les conditions de salaire de salariés pauvres qui ne sont pas les mêmes dans la France et l'Allemagne. Avec 6,5% de chômage. Non, mais d'accord, enfin, avec des salariés pauvres, il faudrait savoir un nombre considérable. Si on veut réduire le chômage, il faut peut-être... Oui, des salariés pauvres, si c'est votre projet, il faudra le dire plus nettement, ça intéressera beaucoup de Français. Oui, mais ça, on va en parler. C'est pas le Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut absolument pas que la France cherche des boucs émissaires ou des loups-garous. On nous dit c'est la conjoncture européenne, on nous dit ce sont les riches, on nous dit c'est l'Allemagne qui nous fait souffrir par son austérité. Tout ça n'est pas vrai. Tout ça n'est pas vrai. Il faut à un moment que l'on regarde en face la vérité de ce pays pour se dire que nous n'avons pas fait les réformes structurelles depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Les Allemands. Il dit Jérôme. Mais je le reconnais moi-même. Je le reconnais moi-même. Je dis Jérôme Dubu, on n'a pas fait. Vous pouvez pas espérer mieux, Thierry Mandon. J'ai plus rien à faire ici. Simplement, ce que je constate. Vous avez à faire maintenant. Simplement, Jérôme Dubu, vous terminez ensuite Benjamin Coria. Simplement, ce que je constate, c'est que depuis un an, les mauvaises directions ont été prises. Matraquage fiscal sur les entreprises et sur les ménages, contrairement à ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit qu'il y a 90% des ménages qui ne vont pas être touchés. C'est faux. Regardez, par exemple, la refiscalisation des heures supplémentaires. C'est 9 millions de personnes qui touchaient environ 100 euros de plus par mois, c'est-à-dire 1 200 euros quand même par an, qui vont être privés de ça, et notamment des catégories de salariés basses. Donc c'est le pouvoir d'achat qui a été touché. Alors justement, baisse record du pouvoir d'achat aussi en 2012, moins 0,9%. Donc moins de pouvoir d'achat aujourd'hui pour les Français, c'est un chiffre historique. Plus il y a de chômage, plus ce chiffre baisse. C'est quand même un effet mécanique, statistique. Plus vous avez de chômage et plus le pouvoir d'achat baisse, c'est mécanique. Et depuis le mois de septembre, c'est pas que 2012, ça, mais il y a quand même ça. Il n'y a plus d'heures supplémentaires dans les entreprises. Et il y a aussi Thierry Mandon, ça n'a rien à voir
avec la fiscalité, ça a à voir avec le Ça plan a de à voir charge avec des le Jérôme entreprises. Dubu, d'achat. Thierry Ça a à Mandon voir le avec disait, le charge la des fiscalité des achats. Français a Mais comment augmenté en moyenne de 10,2% pour 2012, après une progression de 6,3% en 2011. Oui, Ça veut dire que la fiscalité française, c'est vrai que la moitié des Français payent leurs impôts, et ces Français-là ont vu leur fiscalité très nettement augmenter. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi ils ne consomment plus aujourd'hui. Mais vous savez que si on n'avait pas pris d'entrée un correctif, c'est-à-dire que l'augmentation de la TVA qui était prévue au mois d'octobre, de 2%, 1,9%, si on n'avait pas corrigé ça, vous imaginez, c'est pas 10%. C'est 14 Jean-Paul ou Belbès. 15%. Je suis pas du tout d'accord. Jean-Paul Belbès. Pourtant, c'est la réalité Non, économique. c'est pas du tout comme ça que ça se passe en économie. Petit 1, On va prendre un cours. Alors, s'il vous plaît, on oui. revient. Je crois que c'est extrêmement important parce que la fiscalité, ça se passe dans les têtes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la confusion. Moi, j'ai rien contre la fiscalité, mais vous pouvez pas dire aujourd'hui j'augmente, je diminue, etc. Tout à l'heure, pour revenir, je parlais de la situation européenne, qui est confuse, et de la façon dont la France s'inscrit là-dessus. Et ce que je pense être le problème que nous vivons aujourd'hui sur l'investissement, etc., c'est la confusion dans les têtes. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous dites « je vais vous augmenter l'impôt » ou « je vais peut-être faire comme ça », d'ores et déjà, vous en tant qu'entrepreneur ou vous en tant que ménage, vous avez déjà changé avant même que je vous ai fiscalisé. Et je pense que nous payons aujourd'hui... Théorie des anticipations Théorie des rationnelles. anticipations. On connaît. Ma concierge est capable d'interpréter comme des signes. D'abord, ça n'est Moi, j'ai beaucoup de réserves. vous Je voudrais- connaissez, mais c'est pas ça. Ça n'est pas la théorie des anticipations rationnelles, c'est la théorie des anticipations ratées. Ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire quelque chose et puis autre chose. Quand vous parlez et la caractéristique sur la TVA, c'est que d'une certaine manière, c'était accepté. J'ai pas dit que c'était génial. Par qui? Mais dans les têtes des gens, ils savaient... Ils étaient prêts à payer 1,9 de TVA de ils plus. savent- Mais vous allez le faire. Non, mais Vous allez- le petit problème, après avoir dit, non, mais ce c'est qu'on pas a l'augmenter, découvert, ce qu'on a découvert, c'est autre chose. juste Jean-Paul Belbès, un mot encore, et ensuite Benjamin Correa. ce qu'on a découvert, mais c'est pas une découverte totale, c'est l'hypersensibilité des gens, des entreprises, Non, mais- à la fiscalité. Ouais, c'est juste, Et ça, et donc, quand vous avez cette hypersensibilité, Parce qu'on est en vous ne surfiscalité, pouvez, il faut faire très très attention, encore plus attention. Et donc, aujourd'hui, mais- nous payons, en fait, cette Parce qu'on est en Si vous Benjamin permettez- Correa, si vous Benjamin permettez, Correa, moi, oui. moi, je souhaite. Quelques secondes avant la pause. Oui, je rapidement. souhaiterais un tout petit peu déplacer, élever le débat, parce que niveau on européen, peut bien sûr. discuter de telle ou telle mesure fiscale. On peut aussi dire, par exemple, que d'avoir sécurisé pour 5 ans le crédit d'impôt recherche, qui est rempli de niches d'opportunités et dont on n'est absolument pas sûr des effets, peut être extrêmement discuté. Mais bien entendu, il y a que les entreprises qui ne discutent pas ça. Mais Ah, tous c'est les déjà économistes, l'essentiel. tous les économistes qui se sont penchés là-dessus C'est voient fait pour bien les que c'est entreprises. fabriquer une série d'effets d'aubaine. Mais Bien. non, c'est fait pour les entreprises. Je passe. Oui, mais Ah oui, c'est pour faut dire savoir ce qu'on veut. c'est pour dire que si on raisonne fiscalité, il faut raisonner sur l'ensemble. La chose que je voudrais dire, c'est, et sur ça je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par plusieurs d'entre nous, bon, c'est quelle est la perspective? Quelle est la perspective? Et c'est vrai que là, je pense où on fait une erreur complète, c'est dans la tentative de fabrication d'une Europe low cost, c'est-à-dire faire croire que c'est par abaissement du coût du travail, hein, et c'est par en jouant les coûts par le bas que l'Europe va trouver sa place dans l'économie mondiale. Eh bien, on va en parler. Ça, c'est archi On va en faux. parler dans la seconde partie de notre débat. On écoutera notamment José Manuel Barroso qui appelle la France justement à être plus compétitive. On se retrouve. Ça commence bien. Il y a plusieurs contenus Mandon. compétitifs. Oui, bah, on va en parler dans un J'espère pouvoir instant. revenir là-dessus. On va y revenir. À tout de suite.